Le Singlecast vous est présenté par La Route des Roms, le spécialiste du rhum antillais sur internet. Rhum Bocaïdou. Et voilà, et vous écoutez le et là, 2 bonnes semaines, voire même un mois en fait, parce que la dernière émission n'était pas en live, effectivement, elle était enregistrée avec Alexandre Bedet à propos des Roms cubains, des Minetti, du Grand Voyage, etc., etc. Mais aujourd'hui, nous sommes à nouveau en live en ce soir, ensoleillé encore pour la plupart d'entre nous, je le suppose, et nous allons parler depuis un petit bout de temps, nous voilà tous réunis. Olivier Scars, L'homme à la Bonjour. poussette, Laurent Cuvier, Jerry Gitani et moi-même. Messieurs, comment allez-vous? Je sais que pas mal ces derniers temps, moi y compris. J'espère que ça s'est bien passé. Mais impeccable. Très bien, Ma ça foi. fait Impeccable. plaisir de vous retrouver. Oui. Impeccable. Qui n'a pas... Laurent, toi, tu n'as pas voyagé là récemment, si? Ou je me trompe, peut-être que j'ai pas suivi. Ah Il nous bah a peut-être récemment, non, si. Il y a eu bah, Madère Ah, si, il il y était a au eu Canada. Madère et puis après il y avait Québec, ouais. C'est vrai, Ah, toi, j'avais tu- pas vu passer. Madère tiens. et au Québec, Ah, effectivement, mais j'ai rien- excusez-moi. C'est parce que j'ai rien Excusez-moi, posté, Olivier. C'était en famille. Ah, tout ça. Tu as plus Ah, voyagé. mais tu m'aurais dit, je t'aurais conseillé quelques places. Et je T'inquiète. pense que mais tu connaissais peut-être, Marc, déjà. Ouais, puis j'ai de la famille là-bas et puis de toute Ah, manière, ok. j'ai bu plein de bières, c'était cool. Voilà, bah justement, c'est pour ça, Monsieur c'était était très l'idée. discret, effectivement. Voilà, donc, entre Ouais. ceux qui vont au Canada, ceux qui vont au Québec, celui qui va à Boston, même pour boire de la bière aussi, je suppose. Absolument, tout à fait. Absolument, bien évidemment, c'était la saison. Voilà, bah écoutez, moi, en tout cas, ça me fait plaisir de vous retrouver dans cette émission. Et aujourd'hui, on va parler d'un truc un peu particulier, dans le sens où, à une semaine, grosso modo, peut-être un peu plus du Bordeaux Rhum Festival, on va parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec ce salon. Quelle bonne façon de faire de la pub. Exactement. On va parler de rachat de distilleries en cours de construction, en cours d'élaboration ou récemment rachetées. Donc ça va parler un peu business, mais également le sens qu'il peut y avoir parfois derrière ce type de projet. Mais avant ça, je vais d'abord passer la parole à Laurent, qui lui a certainement beaucoup de choses à nous dire dès qu'il aura fini de boire son verre. Laurent, Non, c'est l'heure des oui. news, c'est à toi, et je suis sûr que tu en as beaucoup. C'est le seul Régale-nous. qui boit en plus. C'est le Ouais, seul qui boit. je suis le seul. Et en plus, je bois un petit rhum d'une petite distillerie qui vient de s'ouvrir, Saint James. Ça ne doit rien vous dire. Je ne connais pas. Eh bien non, j'ai pas beaucoup de news parce que je pense que l'été approche et que du coup les marques lèvent un peu le pied. Mais j'en ai quand même 2-3. Laissez-moi vous les compter. Bien le Oui. bonsoir. On démarre avec Longto qui nous sort son Genesis en version XO. Malgré ses 6 ans passés en fût, il est encore à plus de 70% quand même, 70,9 pour être précis, et il y aura 2000 exemplaires de disponibles en tout. Ouais. L'embouteilleur indépendant À quel Vague, prix? eh bien j'en sais rien. Une petite parenthèse, est-ce que vous pensez qu'ils vont finir par faire le millésime Genesis à ce rythme-là un jour? À 70 degrés toujours, tu sais. Bon, ça pourrait être rigolo. Grave. Ouais. Après une distillerie, on passe à un embouteilleur indépendant, Vagabond Spirits, qui sort son second rhum, le Off-Road 2.1, est un assemblage Barbade aux 2/3 et Jamaïque au tiers restant, qui a passé une partie de son élevage à naviguer sur le pont d'un bateau en pleine mer. J'ai pas goûté. Les rhums du Sud et Guillaume de Rohanny sortent 2 nouvelles références. Un rhum agricole des Antilles de 4 ans au finish Pinot des Charentes et à 46,2%. Et un rhum réunionnais, fruit d'un assemblage mélasse et pur jus, provenant de la même distillerie. Et le nom de la distillerie n'est pas communiqué, mais il y en a quelques-unes. Ah, ça pourrait être Savannah, ça pourrait être Rivière On du se Mars. par I, non? Ah, ça pourrait être les Ça pourrait trois, être oui. Isotier. Mais j'aurais dit Isotier, je sais pas pourquoi. Ouais. Je dois dire Isotier aussi. Bon, Ouais. bah, écoutez, voilà. On demandera à Guigui. C'est qu'un 3 ans et celui-là est proposé à 49%. Pas vraiment une nouveauté produit, mais une news néanmoins. Pas impossible que nous en parlâmes durant la suite de cette émission. La marque de whisky écossais Kilchoman va bâtir une distillerie de rhum à la Barbade.
Le plan est de faire un rhum à base de pur jus et de sirop de canne, distillé sur 2 pots still. Frank Ward, l'ancien managing director de Mount Gay, est d'ailleurs dans le coup en tant que conseiller. Consulting, Conseil, voilà. Et justement, on finit avec Mount Gay, qui annonce la sortie d'une nouvelle référence dans sa série Master Blender. Cette expression a passé 20 ans en ex-Bourbon avant d'être finie 1 an en ex-fût de Pedro Jiménez. Et son nom, c'est le Pedro Jiménez Sherry Cask Expression. Et il sera à 45%. Et j'ai fini. Je peux me permettre 2 flash news puisqu'on n'a pas Absolument beaucoup pas. d'infos. Parfait, Ouais. salut. Oh, les effets spéciaux. Regarde, hop, j'ai plus de bras. Ouais, d'accord. Allez, vas-y, crache Pardon, là, et ta je balle. traverse la Manche. J'ai vu passer aujourd'hui une exclue, mais je la laisse à Benoît et Jerry puisqu'ils les concernent directement, de Savannah. En revanche, j'ai vu passer un petit sorte de mini info comme ça chez Longto qui annonçait une nouvelle cuvée en collab avec la cave DA. Vous avez vu passer ça? Qui n'est pas un rhum blanc cette fois-ci. J'ai pas le détail exactement, mais voilà. Donc pour nos amis, on les sait nombreux, très très aficionados et collectionneurs de chez Longto, il y aura une nouvelle bouteille disponible probablement que à la cave des Haies. Donc bon courage aux métropolitains pour vous la procurer. Eh bien, Olivier, n'hésite pas à m'envoyer les news quand tu en as. Ça me permettra de faire des news plus longues. Mais oui, je suis désolé, mais c'est pour ça que je pense à ça. Mais je l'ai vu aujourd'hui, et puis aujourd'hui, bon, Non, mais ça a été un peu speed, mais voilà. tu peux en Et tenir puis, un moment, cette news. et puis l'autre, il y a le fameux Savannah. Alors, je ne sais pas si vous voulez en Exactement, ça a parler. été annoncé aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Savannah sortira donc au Bordeaux Rhum Festival en exclusivité un Air Japan Tribute, donc on parle d'un rhum agricole vieux de la Réunion, affiné en fût de air et en brut de fût, avec, si je ne me trompe pas, 652 cols, donc disponibles. Ils avaient déjà sorti ça il y a quelques années, la toute première version, ouais, pour la maison du whisky. Très bon souvenir, j'en garde un très Moi bon aussi. Ouais, ouais. Donc, c'est encore une raison de plus d'aller à Bordeaux, dites donc. Exactement, exactement. Tu en parlais à l'instant, Kilchoman ouvre une nouvelle distillerie à la Barbade. Ouais, Et ça c'est rejoint fou ça. exactement le sujet du jour, les nouvelles distilleries qui ouvrent par-ci, par-là. Je voulais avoir votre ressenti tout d'abord par rapport à ça. Est-ce que en 2023 ou même en 2020, c'est pas en 2020, mauvaise année, mais en 2020, est-ce qu'aujourd'hui, ça donne encore du sens, selon vous, d'ouvrir une nouvelle distillerie? Et moi, ce qui me perturbe peut-être un peu, où je suis un peu confus, c'est quand tu dis que Kilchoman veut ouvrir une nouvelle distillerie à la Barbade pour faire du pur jus et du sirop. D'où C'est ce que vient la ouais. canne à sucre? Alors, Sachant que déjà ouais, actuellement, ils n'en ont pas assez pour faire de la Pour eux. mélasse sur l'île. Ils importent la mélasse, donc je me demande ouais. bien où ils vont aller chercher la canne pour ça. Était indiqué auprès des agriculteurs environnants, des planteurs environnants. Voilà, après, Très bien. Très bien. Bon, bah, on Il y attend aura de beaucoup de voir, bouteilles. Hein. alors, ça. sachant que ça va prendre un petit moment de toute façon, puisque là, ils viennent de juste. Enfin, ils avaient acheté un terrain il y a une paire d'années, il n'y a pas tellement longtemps, et là, ils ont juste reçu l'autorisation de pouvoir construire la distillerie ou d'aménager un bâtiment, je ne sais pas trop. Du Voilà. coup, D'accord. ça va prendre un Donc, petit temps avant ils, qu'on envoie, quoi. donc, ils auront le Mm. temps de planter de la canne, et comme ça pousse en un an. Alors Ah, déjà, il faudra plus d'1 an, je pense, de toute manière, franchement, ouais, et voilà, Jerry a tout compris. Jerry est le nouveau Frank Ward. mais C'est non, euh, c'est ce qu'a fait le Renegade. Ils ont planté de la canne, ils c'est ont vrai, c'est construit vrai. leur distillerie, et voilà. Ouais. Exactement. Mais un Renegade est un très bon exemple, en fait, donc à Grenade. Ils ont donc construit une distillerie ces dernières années, commencé à distiller, etc. Est-ce que ça a vraiment du sens, selon vous, de faire encore ce genre de choses aujourd'hui? Je veux dire, c'est un très beau projet en soi. C'est très certainement un projet soutenu par des passionnés qui coûte quand même un paquet d'argent, il faut le dire. Une distillerie, c'est pas anodin en termes d'investissement. Mhm. C'est un risque aussi à prendre, parce que gustativement, et puis même en termes de produits, il faut savoir ce qu'on fait, il faut travailler avec les gens qui connaissent, etc. Et souvent, bah, c'est fait. Alors, on a peut-être des exemples de distilleries qui se sont montées en France, mais souvent, c'est aussi fait dans des pays qu'on connaît peut-être un peu moins, ou d'où on n'est pas originaire, et donc ça reste toujours risqué d'une certaine manière. Mhm. Je sais pas, vous en dites quoi de tout ça?
Euh, oui, vas-y, je t'en prie, Jerry. Non, mais on observe une nouvelle tendance. Là, au départ, on voulait parler des rachats de certaines distilleries par des grands groupes. Ça, on Ouais. voit ce phénomène. Et parallèlement, on s'aperçoit qu'il y a une multitude de petites distilleries qui sortent de terre, qui naissent. Un peu comme ça s'est fait dans le domaine de la bière, que connaît bien Laurent. Hein, beaucoup de petites micro-brasseries. On Que voit connaît beaucoup bien Olivier. Moi, je... aussi, oui, aussi. Et que dans le rhum, le même phénomène est en train de se faire avec beaucoup de prix qui se montent par-ci par-là, hein, quel que soit le pays. Là, je viens de visiter la distillerie de Montréal, qui est une petite distillerie, enfin petite. Ils ont quand même déjà en moins de 3 ans 450 fûts avec des rhums en train de Ah vieillir. oui, quand même. Quand même, oui. Donc Mais voilà. Mais ils travaillent vraiment à façon, ils font des petites expériences, c'est quand même des petites productions malgré tout. Mhm. Donc on voit ce phénomène qui est en train de se développer avec des ambitions qui sont pas de grande importance, mais au moins des ventes régionales. Mhm. Mhm. Parce que vous en pensez, mais Mhm. on voit ça de plus en plus quand même. Alors après, Moi, quelle soit la durée de vie de ces artraines, ouais. on voit que par exemple la distillerie de Paris, ils font plus de rhum. Euh, voilà. ap- après, est-ce que c'est, selon vous, plutôt des gens qui essayent de prendre de voir une opportunité, peut-être marketing ou autre, c'est-à-dire que le rhum a le vent en poupe, bah tiens, ouvrons une distillerie, ou est-ce que c'est dans d'autres cas, peut-être. Alors, pour ma part, je pense qu'il y a un peu des deux. C'est-à-dire qu'il y a des gens peut-être qui vont vraiment croire en ça, qui planifient ça Ouais. depuis longtemps, etc., bien avant que le rhum soit hype, et qui du coup ont pris ça à cœur et essayent de bien faire les choses. Et puis je me dis que de l'autre côté, malheureusement, il y en a peut-être aussi qui ont un certain capital à investir et qui se disent, bah tiens, le rhum a le vent en poupe, on va faire du rhum, mais qui du coup n'y connaissent pas forcément grand-chose, mais qui vont embaucher des gens qui connaissent pour le faire pour eux. Je pense qu'il doit y Mm. avoir un peu des deux. Moi, je pense que, bon, je suis toujours d'un naturel naïf et un peu optimiste, mais euh, et surtout, je pense que je manque de connaissances purement économiques pour pouvoir répondre clairement à la question. Mais si demain j'ai de l'argent à investir, personnellement, je l'investis pas dans un secteur comme le rhum et surtout dans une distillerie. Oui, c'est un marché qui est porteur, le rhum en lui-même, mais une distillerie, quand tu vois les galères que ça va engendrer, mais à tous les niveaux, quoi. Comme on disait, l'apport de la canne, la technique, la logistique, la main-d'œuvre, enfin, c'est vraiment se mettre dans un bourbier. Donc, si c'est purement pécunier, spéculatif, j'ai vraiment l'impression qu'il y a d'autres secteurs qui sont peut-être plus porteurs et plus rémunérateurs, qui plus est plus rapidement. Quand on voit ce que c'est que de devoir immobiliser du stock, etc. Enfin, quand on prend l'exemple d'Adi 710 qui, pour justement créer une dynamique aussi un petit peu économique, ont sorti des premières cuvées de rhum qu'ils avaient achetées en tant qu'éleveurs et qu'ils ont assemblé et élevé. On voit bien qu'effectivement, c'est pas une économie qui est florissante dès le départ, quoi. Mhm. Donc, peut-être encore une fois naïvement, j'ai quand même l'impression que le but premier, quand les gens créent une nouvelle distillerie, c'est pas l'argent. En tout cas, moi, ça me paraît pas être quelque chose de possible. Et même si on fait une mini digression sur les embouteilleurs indépendants, on voit qu'il y a de plus en plus d'embouteilleurs indépendants depuis longtemps déjà. On s'était fait une émission là-dessus et on l'avait remarqué. Mais même maintenant, sincèrement, quand on voit le prix des fûts les plus rares et autres, c'est plus du tout un bon plan. Peut-être il y a quelques années, mais maintenant, se dire, allez, j'arrive dans le game et je vais sortir un Caroni. Ouais, bah ton Caroni, il va falloir que tu le vendes très très cher pour rentabiliser ton fût. Et puis, je suis même pas sûr que ça intéressera grand monde parce que bah c'est bon, copain. Il y a plein de gens qui l'ont fait avant toi, hein. Non, mais je te rejoins dans le sens où effectivement, c'est souvent des passionnés qui vont se lancer dans ce type de projet. Mhm. Ils ne le font pas au départ, ils ne le font pas dans le but d'investir pour gagner de l'argent, ils le font par Mm. passion d'abord. Ils savent très bien qu'au début, ce sera très, très, très compliqué de rentabiliser leur projet. Ouais, moi, Je pense aussi. c'est ce que je pense. Ouais. Le... Après, il y a il y a plein de projets différents, évidemment. Mm.
il y a le côté, enfin là, par exemple, Renegade, ou alors comme ce qui va se passer à la Barbade, ouais, si, vraisemblablement, etc. Où c'est des projets a priori d'une bonne taille qui sont déjà appuyés par des marques en place, en l'occurrence dans le whisky. Et puis à côté de ça, il y a des trucs bien plus, j'allais dire anecdotiques, en tout cas plus réduits en taille et sans doute en vision, en tout cas au niveau du rhum, qui vont être toutes ces distilleries qui distillent plein de choses. Ouais. Qui sont souvent d'ailleurs in fine plutôt une vocation whisky, mais bon, bah, pendant 3 ans ils peuvent rien commercialiser, ou alors des eaux de vie de Malte, mais bon, je pense pas forcément qu'il y ait énormément de public pour ça, et du coup ils vont se mettre à faire du gin, de la vodka, et des eaux de vie ou des liqueurs, machin, et pourquoi pas du rhum de mélasse. Ouais. Donc on voit un certain nombre de distilleries métropolitaines par exemple, mais j'imagine que dans les autres pays c'est pareil, qui vont faire des rhums de mélasse, mais presque soit comme un à côté, soit comme l'un des nombreux produits que leur distillerie va avoir à offrir. Donc vraiment, il y a deux optiques de budget, de dimensions qui sont bien différentes aussi, quoi. Et puis tout ce Ouais. qu'il y a entre les deux, quoi. C'est-à-dire qu'on voit un peu le même phénomène en France. Si je regarde, Ouais. alors en Allemagne, ça sera peut-être plutôt des distillateurs d'eau de vie de fruits qui Mhm, vont commencer à se mettre dans un premier temps peut-être au whisky et ensuite au rhum, mhm, ou parfois directement au rhum, juste en important de la mélasse, qui vont continuer à distiller, mais qui malgré ça continuent quand même leur activité principale qui est la distillation de fruits. On voit ça énormément, énormément en Allemagne pour l'instant. Plein de petites mhm, marques un peu partout, de toutes les régions qui commencent à sortir. Alors souvent, ce sont de tout petits batchs, hein, c'est vraiment pas énorme en termes de production, mais ça a le mérite d'être là. Voilà. Après, mhm. on aime ou n'aime pas, je veux dire, je ne vais pas juger peut-être en termes de qualité. Je pense que il y a des améliorations à faire, mais derrière, souvent, ce sont soit des one-shots, soit des trucs où on vient à peine de commencer, donc l'expérience n'est peut-être pas encore énorme. C'est-à-dire que Mhm. oui, ils savent certainement distiller un certain nombre de choses, ils le font bien, mais cela ne veut pas dire qu'automatiquement, notre distillé est forcément bon tout le temps. Donc je pense que voilà, là, il y a peut-être. Faudra voir ce que ça donne à l'avenir, s'ils continuent à le faire, si à l'avenir, les résultats seront peut-être un peu meilleurs à ce niveau-là. Après, j'imagine qu'il y a ce même phénomène un peu partout en Europe pour l'instant, Mhm. où toutes les distilleries qui font autre chose que du rhum commencent à proposer du rhum. Euh, je veux dire, on l'a vu dans le whisky, on le voit dans le rhum Ouais. maintenant. Je veux dire, quand il y a des cognacés qui tout à coup arrêtent de distiller du raisin pour commencer à distiller du grain, euh, on a de quoi se demander aussi qu'est-ce qui se passe. Je veux dire, Alors ça, c'est vite. en l'occurrence, dans le Cognacé, c'est plutôt, il s'arrête pas de distiller du raisin, c'est juste que la distillation du raisin, Oui, c'est sur une certaine période et qu'au 31 mars, bah, c'est-à-dire ils doivent que s'arrêter. Donc, ouais, mais ce qu'il faut se dire, c'est que jusqu'à il y a peu, c'était pas autorisé ça dans le cognac. C'est quelque chose d'assez récent quand même. C'est-à-dire qu'à la base, on s'en souvient très bien quand Plantation a commencé à distiller son gin. mhm, euh, qu'on avait eu avec eux, où effectivement ils avaient eu des problèmes avec les douanes, parce que les douanes ne toléraient pas que du gin soit distillé pendant la partie creuse de l'année dans les mêmes alambics que le cognac. Et qu'ils ont dû se battre par rapport à ça pendant un certain nombre de temps pour finalement pouvoir le faire. Aujourd'hui, ouais, c'est possible, mais c'est très très récent. C'est ouais. très très Après, est-ce récent. qu'il y avait, je me rappelais pas de cette conversation, mais c'est intéressant. Est-ce que c'était enfin, je pense qu'il n'y avait pas d'appui légal pour que la douane dise non, vous faites pas ça, parce que, à ma connaissance, il y avait juste une Je ne sais, réglementation des durées de j'ignore sur, distillation. Ouais, j'ignore sur quoi s'est basée la intéressant. douane à l'époque. Ouais, ouais. Si ça rentre peut-être en contradiction avec quelque chose en rapport avec l'AOC ou autre chose, je ne saurais pas dire. J'ai pas le détail, mais je me Ouais, souviens qu'effectivement, Alexandre Gabriel nous avait expliqué ça, ok. comme quoi il avait vraiment dû se battre parce que la douane ne voulait pas qu'il sorte Citadelle ou qu'il distille du gin ou autre chose en Mhm, dehors du mhm, cognac, même en période creuse de l'année. Euh, mhm. alors En tout cas, que c'est bien passé d'un ça. point de vue purement Ah bah ouais, c'est tout à fait logique. Je veux dire, tu as un outil magnifique qui ne travaille pas pendant une certaine période de l'année. absolument. Euh, c'est quelque part un manque à gagner Ouais, complet. ouais, grave. Ou ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a quand même des structures derrière, des sociétés derrière qui doivent Mhm. tourner, etc. etc. Donc, s'il y a possibilité de créer quelque chose, autant en profiter, quoi. Bah oui, oui, oui.